Stéphane Bern, merci beaucoup de nous accueillir au Mobilier National pour cette exposition qui va faire date, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi, pour le bicentenaire de ce sacre de Charles X. Charles X qui par ailleurs était roi à la naissance du Figaro, je sais que vous le savez. Oui, absolument. Vous n'étiez pas encore journaliste. Bien sûr, c'est l'année. Non, mais ayant œuvré au Figaro pendant plus de 30 ans, on connaît la date de naissance de notre journal. Alors vous vous êtes questionné, finalement, quand on vous a proposé cette exposition. Il y avait de l'audace, il y avait aussi quelques paradoxes, il y avait un côté provoque. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait du caractère dans cette proposition ? Oui, il y a du caractère. C'est vrai. Pourquoi provoque ? Parce que Charles X n'est pas le roi le plus populaire du Panthéon. Il n'a pas une place particulièrement chère dans votre cœur. Ni dans mon cœur, ni dans celle des Français. Les Français, d'ailleurs, oublient que Charles X a régné après Louis XVIII, parce qu'on considère qu'après la Révolution, il n'y a plus de restauration. Charles X a régné de 1825 à 1830. La chose, pour nous, journalistes, c'est qu'il a fait des ordonnances pour limiter la liberté de la presse. On doit lui en vouloir. Difficile d'être un soutien. Difficile d'être un soutien. Et pour autant, voyez-vous, c'est une période faste de l'histoire des arts décoratifs. Et son sacre a été une sorte de chant du cygne de la monarchie française. C'est vrai, c'est le dernier roi de France, puisqu'ensuite Louis-Philippe a été roi des Français. C'est pas la même chose. Et ensuite, il y a eu l'empereur Napoléon III. Mais si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que on a pour ce sacre, toutes les industries se sont mises en branle pour travailler. On a créé, c'est les premiers métiers à tisser, on a la mécanisation. C'est plus oui, on est en pleine industrialisation. On est en pleine industrialisation. Les métiers à tisser arrivent d'Angleterre, on commence à travailler, on fait... Donc ça a été une explosion des arts décoratifs en France à partir de 1824-25. Alors plus que le sacre de Charles X, est-ce que c'est pas finalement le sacre des arts décoratifs, une ode à ces métiers d'art, à cette excellence à la française? Vous avez tout dit. Pour moi, c'est le sacre des savoir-faire, de l'excellence à la française, de tous ces métiers d'art qui sont à la fois conservés ici au Mobilier National et puis en même temps qui sont perpétués par les métiers du Mobilier National. Vous voyez, ce qui est incroyable, c'est que quand vous ouvrez des caisses 2 siècles après, on ouvre des tiroirs, et qu'est-ce qu'on trouve ? Vous trouvez tous les tissus. Vous avez évidemment le mobilier, il est là dans les collections. Tout le mobilier. Vous avez tous les décors, les tapis, les tentures, les moquettes. Derrière, on devine tous ces métiers. Mais il y a tous les métiers. Tapissier. Et même, vous ouvrez, on montre par exemple 2 rouleaux de tissu qui n'ont pas été utilisés. Vous avez fait une blague d'ailleurs à cette occasion pendant la visite. J'ai l'impression d'être au marché Saint-Pierre. Si vous avez très envie de prendre mon mètre et de me couper un mètre de tissu de fleurs de lys. Nous aussi, par ailleurs. Très bien, combien de fleurs de lys dans l'exposition ? 16 000. C'est et tout ? puis des larmes d'argent pour c'est incroyable ce que vous voyez là. Mais les décors peints, imaginez ce qu'a été la cathédrale de Reims. On voit encore les appliques, si vous voulez, accrocher les morceaux de fer où on accrochait les décors. Il n'y avait pas un centimètre carré de pierre. Tout était Rien n'était laissé au hasard. Rien. Ça a été une cérémonie absolument fastueuse qui a mobilisé la France pendant quelques mois, pendant 8 mois. Il a fallu être extrêmement rapide après le décès de Louis XVIII. Exactement, pour préparer le sacre. Pourquoi cette urgence ? Parce qu'il faut... Le roi ne peut être lieutenant de Dieu sur terre que quand il est sacré. Et il y a toute la polémique. Va-t-il toucher les écrouelles ? Le roi te touche, Dieu te guérisse. Mais c'est ce qui s'est passé après la mort d'Élisabeth II en Angleterre. Ouais, c'est vrai. Si vous voulez, nous, on a encore cet exemple, puisqu'il faut quelques mois pour préparer le sacre de Charles III. Est-ce que cette latence, elle est dangereuse, surtout quand on pense au personnage intrinsèquement finalement de Charles X? Écoutez, c'était pas vraiment dangereux. Cette latence était nécessaire pour créer. Quand vous pensez qu'il a fallu créer des milliers de pièces de vaisselle, les fours de Sèvres n'ont pas cessé de travailler pendant ces 9 mois, ces 8 ou 9 mois, tellement il fallait produire. Les maîtres tissiers de Lyon ont travaillé comme des fous. D'ailleurs, ils en ont profité pour produire. Et ça a provoqué ensuite la révolte des canuts quelques années plus tard, parce que les conditions de travail des ouvriers lyonnais étaient terriblement rudes. Donc vous voyez, ça a une incidence politique, économique, sociale, culturelle. C'est ça qui est intéressant avec ce sacre. Au fond, vous avez le sentiment que c'est juste une exposition sur les arts décoratifs de sacre de dernier roi. Mais au-delà de ça, ça raconte notre histoire et surtout cette permanence des collections et des savoir-faire français. Est-ce qu'on peut parler de concurrence, de pression avec Georges IV ?
Oui, il y a eu cette il y a un côté peut-être un peu de surenchère, donc dans bien sûr, la rivalité avec l'Angleterre a toujours été présente. Georges IV a eu un sacre incroyable. Il fallait absolument que la France, qui se prétendait la première puissance européenne, soit en capacité de rivaliser. De rivaliser, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Mais au final, ce sacre n'aura pas coûté très cher. 30 millions d'euros, 30 millions d'euros d'aujourd'hui. Par rapport à ce que coûte aujourd'hui une cérémonie. Par exemple, des Jeux Olympiques. Oui, on est à plusieurs centaines de millions. Et c'est vrai que quand on voit ce faste, c'est difficile, par ailleurs, à imaginer. Vous parlez du coût. Oui, c'est difficile d'imaginer, mais c'est ce que j'essaye de voir toujours, au lieu de... Parce qu'on a des âmes de comptables aujourd'hui, vous le savez. On voit ce que ça coûte, on ne voit jamais ce que ça rapporte. Et ça a rapporté énormément à l'industrie française. D'abord parce qu'il y a eu des foires autour du sacre. Et ces foires ont attiré des visiteurs du monde entier qui sont venus acheter. C'est une sorte d'ambassade, finalement. C'est comme une exposition universelle. Oui. Et regardez, je reviens non pas à Charles X, mais à Charles III. Eh bien, le sacre, le couronnement de Charles III d'Angleterre a rapporté plus à la couronne britannique qu'il n'en a coûté, parce que justement, avec les nuitées, les gens qui se sont déplacés, qui sont venus, qui ont dépensé de l'argent à Londres, eh bien, il s'est passé la même chose entre Paris et Reims. Tout le monde voulait en être. Tout le monde a voulu dépenser, acheter. Et les tissus lyonnais ont eu une vogue incroyable. Mais je pense aux passementeries d'Allemagne. Mais je pense à tous les métiers d'art qui ont travaillé pendant des mois. Là, on parle de l'univers esthétique. Il y a aussi un univers politique, celui de la Restauration, et des paradoxes finalement entre un régime qui est écartelé entre la nostalgie du passé et puis finalement les acquis de la Révolution. Est-ce qu'on sent cette tension dans ce sacre et dans les pièces qui sont présentées ici? C'est-à-dire qu'on veut la gommer, on sent qu'on veut la gommer. C'est que Charles X était le roi qui n'avait, disait-on, rien appris, rien compris. Vous partagez ce... Je partage ce sentiment. Je pense, voyez-vous, qu'il était pétri d'Ancien Régime et que c'était un brave homme, très gentil, assez fidèle, mais qui n'a pas compris que la France avait changé, que la charte constitutionnelle était passée par là, qu'il y a eu la Révolution et l'Empire. Il pensait, lui, qu'il y avait juste eu la Révolution et que maintenant la récréation était terminée et qu'il fallait remettre de l'ordre dans tout ça. Non, les Français avaient changé et surtout, Napoléon avait créé une nouvelle noblesse, une nouvelle élite. Et cette élite, prête à s'élever. Et oui, et cette élite se sentait mise sur la touche par les vieux de l'Ancien Régime qui revenaient. Donc je crois que c'est ça qu'il n'avait pas compris. Et donc à ce moment-là, eh bien, il y a eu un hiatus entre la société. Il n'a pas compris. Et ce sacre voulait être un sacre d'Ancien Régime. Et c'est en cela que je vous dis que c'est le chant du cygne de la monarchie française. Justement, quand vous parlez de chant du cygne, est-ce qu'on peut déjà y déceler la fin d'un cycle, la fin de la monarchie? Oui, alors, je ne sais pas si dans les attributs du sacre, on peut voir cela, mais dans la manière dont c'est perçu par l'opinion publique, oui, parce qu'il y a à la fois ceux qui chantent les louanges, je pense à Lamartine, je pense à Victor Hugo, mais vous avez les chansonniers très populaires comme Béranger qui disent des horreurs sur le sacre de Charles X, et surtout, il y a un problème à ce moment-là, en 1825, c'est que les gens n'en peuvent plus du poids de la religion et trouve que ce roi ultra catholique, très dévot, eh bien, est insupportable pour l'opinion qui a voulu s'affranchir. Donc le décalage se creuse. Alors oui, il y a des fêtes populaires, oui, les gens sont très contents, mais en apparence, ceux qui sont invités, ceux qui ne sont pas invités, j'imagine, ça doit un peu tirailler quelque peu. J'imagine. On devine derrière vous cette scénographie incroyable, celle de Jacques Garcia, qui a travaillé pour nous faire revivre ce moment incroyable de l'histoire, ce sacre. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de pouvoir présenter quelque chose d'aussi réaliste, d'aussi poussé, d'aussi abouti? Écoutez, quand on m'a confié ce commissariat général, j'ai dit, il y a un seul homme qui peut faire ça, c'est Jacques Garcia. Pourquoi? Parce que d'abord, il a la connaissance, il a la sensibilité, il a le savoir-faire, il aime ça. Il aime magnifier les choses. Et je pense que dans une époque où on veut tout regarder vers le bas, toujours tout abaisser, il y a une volonté d'élever. Il a une volonté d'élever, de rendre à la France sa gloire et sa majesté, qui n'a rien de monarchique. C'est pas un acte de foi. C'est simplement de lever le regard, de dire ben voilà. Et vous voyez, il y a une chose qui frappe. On a tous remarqué ça. Quand vous confiez une scénographie à quelqu'un qui fait des petites choses, les portes sont toujours basses. Quand vous confiez la scénographie à Jacques Garcia, vous voyez, on est toujours tiré vers le haut. Toujours. C'est-à-dire qu'il voit les choses en grand. Et je pense qu'il était le meilleur magicien
pour mettre ces trésors en scène et faire plonger le visiteur dans dans une exposition immersive. On est en 3D, vous avez des personnes. Vous avez parlé d'univers olfactif, c'est difficile pour ceux qui nous regardent et nous écoutent. Vous le sentez. Moi, je le sens. Alors là, par exemple, il y a l'odeur de l'encens de la cathédrale du Sacre, vous avez la musique du Sacre, mais quand vous êtes dans la salle du catafalque, vous avez le requiem et la myrte, et un peu plus tard, vous avez d'autres parfums. C'est la maison Trudon qui a réalisé ça. Je trouve ça fabuleux, mais oui. Donc vous voyez, tous les arts se sont collectivement unis pour faire de cette exposition, j'espère, un vrai succès populaire. Charles X, finalement, est un accessoire. Exactement. De cette exposition. C'est le type qui porte la couronne. D'accord, on va dire ça. Vous nous expliquez un peu ce qu'on voit derrière nous ? Là, vous avez le manteau du Sacre, regardez, avec l'hermine royale, mouchetée et constellée de fleurs de lys d'or. Tous ces tissus sont là, regardez. Ça, c'est l'uniforme rebrodé, surbrodé de Talleyrand. Plus vous avez de boutons dorés, plus vous avez de broderies, plus vous avez un haut rang dans la cérémonie du Sacre. Les tabards pour les maîtres d'armes qui portent les 3 fleurs de lys, qui accompagnent le roi de France. Tout cela et tout ça existe. Vous voyez, c'est pas une invention. Tout ça était dans les tiroirs. On a bien fait de les ouvrir alors, ces tiroirs. On a bien fait d'ouvrir les tiroirs. Comme quoi, je dis toujours aux gens, ouvrez vos tiroirs, vous allez trouver des trésors. Vous avez pas tort, vous avez pas tort. Est-ce qu'il y a une pièce qui vous émeut particulièrement parmi les collections qu'on peut découvrir dans cette exposition ? Oui, il y a forcément ce manteau du Sacre, il y a ces tissus, mais peut-être la Sainte-Ampoule que j'avais déjà vue au Palais du Tau à Reims. Vous avez négocié ? Oui, il a fallu avec le Centre des Monuments Nationaux, mais Marie Lavandier était très compréhensive parce que le Palais du Tau est fermé au public. Mais si vous voulez, les gens ont compris notre volonté, la volonté de faire une exposition unique qu'on ne reverra plus. Parce que d'abord, nous ne serons pas là dans 100 ans pour le tricentenaire, et d'autre part, je pense que on est à l'orée des chemins, je crois. On est encore à un moment de notre histoire où il y a encore un public qui peut comprendre. Je ne sais pas si dans un siècle, on pourra encore comprendre tout ce travail du savoir-faire français. Alors profitons-en maintenant. Profitons-en. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Merci infiniment. À vous.